Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Monsieur, bonjour et bienvenue sur Info TV. Vous êtes bien sur Talent de Femmes. Talent de Femmes, ça se passe sur le canal 307 du bouquet Canal Sat. Et comme chaque samedi, nous invitons des dames, ce n'est pas des femmes, ce sont des dames bien évidemment qui font justement l'actualité du Cameroun, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat et aussi dans le domaine du leadership. Aujourd'hui, nous allons recevoir une dame qui est enseignante et architecte. Et oui, vous avez bien entendu architecte. C'est vrai qu'on ne retrouve pas beaucoup de femmes architectes dans notre landerneau, quelque part un peu sociétal, parce que voyez-vous, les femmes sont beaucoup plus canalisées dans d'autres métiers de la société. Alors sans plus tarder, nous allons prendre la première rubrique. Et oui, vous êtes bien sur Talent de Femmes. Talent de Femmes reçoit aujourd'hui Madame Mipo Tchinkou Edith Flore. Madame Nico Edith Tchinkou Flore, bonjour, bienvenue sur Info Télévision. Bonjour Odile. Comment allez-vous? Je vais très bien. On vous dit déjà bonne année et puis avec votre accoutrement, c'est que vous êtes culturellement invité sur Info TV. Merci, bonne année à vous. Je souhaite que cette année vous apporte beaucoup de prospérité. Ben, moi également. Alors, sans plus tarder, on sait que vous êtes déjà passé plusieurs fois ici chez nous, mais aujourd'hui, vous êtes dans le cadre du Talent de Femmes. Dites-nous un peu en quelques minutes qui est réellement Flore Tchinkou. On sait que vous êtes architecte, enseignante, promotrice culturelle. Parlez-nous un peu de vous pour qu'on sache réellement qui assiste face à nous. Merci. Je suis Edith Flore Mipo Tchinkou, comme vous l'avez déjà dit. Architecte urbaniste, promotrice culturelle. Donc, en tant qu'architecte, j'ai été formée à l'Institut des Beaux-Arts de l'Université de Douala à Konsamba. Donc, je fais partie de la première cuvée des architectes formés au Cameroun. D'accord. Donc, je suis également présidente fondatrice de l'association Coaching, Culture africaine et Paradigme, dont le but est de puiser les fondamentaux dans la culture africaine pour sensibiliser et amener les gens à se réapproprier leurs vraies valeurs, leur vraie identité. Et par ailleurs, dans le cadre de cette association, toujours, je suis promotrice du Festival national d'Op dérivés et accessoires FENDA, dont la première édition s'est tenue du 27 au 30 janvier 2021 à Bafoussam. Donc, vous avez dit enseignante, oui, ça me fait plaisir et c'est avec beaucoup de satisfaction que je partage mes connaissances avec les jeunes. Donc, voilà un peu brièvement qui je suis. Ah oui, la description elle a été faite, mais on voit que vous avez plusieurs activités. Comment vous arrivez à gérer tout ça? On vous voit enseignante, on vous voit promotrice du FENDA, c'est ça, le festival du Ndop. D'abord, vous êtes habillée en Ndop, c'est ça? Justement, je m'attendais, ça ne me surprend pas que vous me posiez cette question. Est-ce que je suis habillée en Ndop? Il faut que je dise la vérité, je suis habillée en une tenue au motif de Ndop, mais je ne suis pas habillée en Ndop. C'est-à-dire le Ndop authentique qui est tout un processus. Ouais. Oui, parce qu'il y a toujours une polémique là-dessus sur le Ndop, le tissu qui est utilisé peut-être quelquefois à des fins, peut-être parce qu'on parle de tradition, de culture, de sacré. Il paraît que c'est même sacré, c'est un sacrilège de porter le Ndop d'une manière un peu plus conventionnelle. Oui, effectivement, le Ndop. J'aime bien cette définition de Sa Majesté Naya Toukab Innocent, roi de Batoufam, qui dit le Ndop est une philosophie ancestrale, transcrite en dessin ou en écriture, apposée sur un tissu produit à base de techniques particulières et réservée aux rois et aux messagers des rois. Donc voilà, de manière simple. Maintenant, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent porter parce qu'ils veulent valoriser leur culture. Il y a certains qui pensent qu'on est à l'ère du modernisme. Ils peuvent faire ce qu'ils pensent. Mais j'aime bien prendre l'exemple. Est-ce que tout le monde peut porter la tenue du pape ou alors la tenue du prêtre? Pourquoi respectons-nous la tradition, la culture des autres et ne voulons-nous pas respecter la nôtre? Donc le Ndop est réservé et il faut avoir le droit de port pour porter le Ndop authentique. Le Ndop original. Donc il y a une cérémonie qui se fait pour porter le Ndop? Pour porter le Ndop, c'est un peu comme une agrégation. Quand vous êtes à l'université, pour que vous portiez une toge de docteur, il faut que vous ayez fait votre preuve dans le domaine scientifique. De la même manière que dans votre communauté, dans votre famille, vous pouvez vous distinguer. Par exemple, dans les familles, quand vous faites une cérémonie d'assises chaise, ça veut dire c'est une manière de dire à votre famille, oui, vous m'avez élevé, je suis devenu un homme responsable, et vous le faites en prenant, ça dit, quand vous faites cette cérémonie, on vous donne un nom, et pendant qu'on vous donne ce nom, on peut donc vous habiller en Ndop. Maintenant, pour que la communauté tout entière puisse reconnaître ce nom, il faut maintenant qu'il y ait l'onction du roi, et c'est avec l'onction du roi
droit, donc vous pouvez porter son nom dans toute la communauté. Cependant, il y a des gens qui, parce qu'ils se sont distingués par leurs actions dans la communauté, vous pouvez avoir peut-être construit une école, vous pouvez avoir apporté des projets de développement, peut-être former des jeunes, et puis le roi dit, ok, pour ce que vous avez fait pour le village, à partir d'aujourd'hui, je vous donne tel nom, vous devenez donc un messager du roi, où que vous soyez, et même dans la communauté, en ce moment, donc, vous avez le droit de porter. Il y a des gens chez qui ça se transmet aussi, parce que vous avez hérité de votre père qui était notable, et du coup, vous avez ce droit-là. Mais il paraît, selon certains recoupements, que ce tissu serait sacré, déjà vu qu'il y a des tissus qui ont fait des siècles sans être lavés. Oui, effectivement, le ndop, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé du ndop authentique. Le ndop, au-delà du tissu, est un symbole. Parce qu'il y a l'aspect cosmogonique, il y a l'aspect spirituel, il y a l'aspect sacré. Parce qu'effectivement, quand c'est le roi qui vous le met, ou alors quand c'est votre grand-père qui vous le met, ça revêt déjà ce côté spirituel, donc ce côté sacré. Et le fait donc de garder nos parents avec une manière de garder le ndop, et un roi me faisait une confession suivant laquelle, quand un roi, par exemple, porte du ndop, à chaque fois, il transpire. C'est-à-dire qu'il y a une décharge spirituelle qui se fait sur le vêtement. Et quand il va, à chaque fois, il va dire, quand il va peut-être sécher son ndop, il dit, quand je ne serai plus là, c'est un tel qui portera son ndop. C'est pour ça que vous allez voir les gens qui font de l'usurpation dans la succession. Parfois, ils sont obligés de vendre la tenue de leur père pour acheter une autre tenue, parce que s'ils portent son ndop que leur père avait porté en prononçant le nom de quelqu'un d'autre, eh bien, ça va les frapper. C'est notre culture. Mais ça, on ne savait pas ça. Vous êtes promotrice du festival FENDA, Festival national Ndop, dérivés et accessoires. Alors, que se passe-t-il dans ce festival? Vous présentez le Ndop, peut-être quelque part aussi les stratégies, les structures, la structuration, et peut-être les chefferies aussi qui utilisent ce tissu. Oui, effectivement, pour parler du FENDA, il faut d'abord dire d'où est venue la motivation pour le FENDA. Le FENDA est né de cette volonté de faire connaître aux gens. Vous savez que généralement on dit la tradition africaine, elle est orale. Mais ce n'est pas ignorance. Parce que le ndop, c'est une écriture. Le ndop, c'est un livre. Parce que chaque motif sur le ndop traduit quelque chose. D'accord. Et maintenant, dans cette volonté de transmettre cette connaissance, de partager cette connaissance avec les autres, on va pas dire qu'on a une connaissance complète du ndop, mais chaque jour on apprend. C'est pour ça qu'on a mis sur pied ce festival qui ne reste pas juste dans le cadre festif. C'est pour ça que pour la première édition, nous avons fait un appel à communication et on a eu des propositions. On a eu environ 16 propositions d'articles. Ça veut dire qu'on met un aspect sur le côté scientifique. Il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens sachent que ce qu'ils portent sur eux, c'est tout un symbole et qu'ils comprennent tout ce qui est lié à cela. Et j'ai l'habitude de dire, le ndop est certes répandu dans les 5 continents du monde, mais le ndop n'est pas encore international. Parce que pour que le ndop devienne international, il faut y ajouter du contenu scientifique. Et c'est là l'un des objectifs du festival. C'est-à-dire, on peut faire le défilé de mode, on peut faire le concours de beauté, mais derrière tout ça, on met du contenu scientifique pour pouvoir transmettre. Parce que le problème, le malheur avec beaucoup de festivals qu'on vit dans notre pays, c'est qu'après, il n'y a pas une transmission. On se limite au côté festif, mais après, les générations qui viendront après, qu'est-ce qu'ils gagnent de ça? Donc voilà ce qui fait la particularité du FENDA. Et d'ailleurs, nous veillons justement, actuellement, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle le ndop trip, où on va sur le circuit, on suit le chemin, on suit l'itinéraire du ndop pour revenir et dire aux gens, mais attention, le ndop est aujourd'hui certes une tenue des peuples grasfiants du Cameroun, mais il faut dire que c'est un patrimoine culturel, un patrimoine multiculturel. Parce que dans la production du ndop, on va commencer par Maroa, on va aller à Garoua, et tout ça avant de revenir à l'ouest. Et puis, ça implique même d'autres nations. On ne peut pas parler du ndop sans parler du Nigeria, avec les peuples, avec Wukari, avec les Ibo. On ne peut pas parler du ndop sans aller voir ce qui se passe au Ghana. On ne peut pas parler du ndop sans aller même chez les Cubains, ceux qui sont partis avec leur culture de l'autre côté. Donc, c'est pour ça que justement, dans le cadre de la 2e édition du FENDA, nous parlons du ndop comme tissu de révélation de l'histoire et de la culture africaine. Ah, d'accord. Oui, parce qu'on a vu quand même le ndop qui a été utilisé par la haute couture déjà française, par justement... Hermès. Oui, voilà, effectivement. Mais ça a créé quelque part aussi des remous justement dans la communauté bamileke qui n'a pas apprécié justement l'utilisation du ndop justement dans la haute couture. Vous savez, le ndop aujourd'hui est patrimoine national. Et le ndop est classé patrimoine national dans le cadre du patrimoine culturel immatériel du Cameroun. Maintenant, il faudrait que les gens comprennent, sur le plan juridique, qu'est-ce que le législateur a fait?
Je dis, le législateur a déjà fait quelque chose parce que déjà c'est classé patrimoine, mais il faut rentrer, regarder la loi de 71, je crois 71 ou 65, sur la protection du patrimoine national. Il faut revisiter les textes qui veillent à la protection du patrimoine et la loi est claire. C'est-à-dire, chaque Camerounais est libre d'utiliser les dérivés d'un patrimoine, mais il y a des droits d'auteur qui doivent être reversés. Il faut dire au DIL qu'il y a même une caisse qui est prévue pour là où on devait reverser ces droits, mais ce qui fait problème, c'est que les textes d'application ne suivent pas. Donc moi je dirais, au lieu que nos rois, au lieu que nos élites crient en disant non, on a sali, on a terni l'image d'une DOP, qu'on aille par exemple vers le ministère des Arts et de la Culture qui est la tutelle et dit oui, effectivement vous avez déjà fait ci, vous avez fait ça, mais nous proposons qu'il y ait une avancée pour qu'on arrive à telle ou à telle autre chose. Et à ce sujet, l'UNESCO est clair. C'est pas l'UNESCO qui viendra défendre votre patrimoine, vous initiez, l'UNESCO vous accompagne. Parce que la défense d'un patrimoine relève d'abord du ressort des peuples détenteurs. Donc, et je vais insister en disant, Hermès n'a pas fait une reproduction d'une DOP, mais Hermès a fait des carrés au motif d'une DOP. Il n'a pas utilisé... Ça a été aussi vu au Brésil aussi, hein. Oui, dans un défilé de mode au Brésil, qui a toujours remonté un peu les Camerounais, notamment ceux originaires de l'Ouest, qui se sont indignés du fait qu'on utilise ce tissu sans au préalable peut-être contacter peut-être les dignitaires de l'Ouest, entre autres. Ça va toujours. Vous allez même très loin. À l'extérieur, on a vu dernièrement, avec un papier hygiénique où on avait fait on prévoyait faire l'emballage avec les motifs d'une DOP. Et ça a fait... Les gens ont crié, les gens se sont plaints, mais je dis ceci, et j'interpelle là mes pères, les rois, il faudrait que l'ensemble des pères de l'Ouest, je vais dire des zones gracieuses, Ouest, Nord-Ouest, qu'ils s'asseyent pour dire qu'est-ce qu'on fait par rapport à notre patrimoine. Mais quelqu'un ne peut pas rester chacun de son côté, crier au ras-le-bol et aucune action concrète n'est menée. Nous, à notre niveau, nous faisons ce que nous pouvons faire, mais nous ne pouvons pas en même temps jouer le rôle des rois. Mais je pense déjà que le FENDA va justement dans ce sens-là de redonner au DOP sa valeur. Sa valeur d'antan. Parce que, comme je l'ai dit, nous insistons sur ce travail scientifique pour que justement au moment où nos rois auront décidé de mener des actions, qu'ils aient justement des éléments solides sur lesquels s'appuyer pour dire effectivement, il est temps que ça cesse. Alors cette année, le festival FENDA va se passer en quelle période déjà Du 16 au 20 novembre 2022. D'accord. Quelles seront justement les participations? Quelles seront justement les stratégies que vous allez mettre sur pied? Vous savez, la première édition, c'était d'abord un défi pour nous. Nous l'avons relevé. Et pour la deuxième édition, nous allons organiser un colloque, parce que pour la première édition, nous avons fait une conférence, mais pour la deuxième édition, nous voulons faire un colloque international. Parce que dans nos recherches, nous nous sommes rendus compte qu'il y a justement beaucoup de personnes. Nous avons par exemple le professeur Ivor Miller, qui a beaucoup travaillé sur Lukara Ekpe au Nigeria. Pourquoi ne pas le faire intervenir? Nous avons beaucoup d'universitaires, parce qu'il faut dire que Lukara Ekpe, qui est la sœur jumelle d'une DOP, qui pour moi est d'une DOP, sauf que la représentation d'un objet dépend de la position de l'observateur. Les travaux au niveau de l'université ont suffisamment avancé sur ce point-là. Pourquoi ne pas s'en inspirer et puis pour travailler sur le côté NDOP? Et toujours, on va faire l'exposition pour que les artisans puissent présenter. Et nous comptons, nous avons déjà rencontré beaucoup de tisserands de l'extrême nord. Ah d'accord. Oui. Et actuellement, comme je l'ai dit, on a un partenaire qui est sur le terrain. Elle était au marché de Mesking l'autre jour. Actuellement, elle est à Maroua. Elle allait voir M. Omar Ouagaroua. Et on compte donc, toutes ces personnes sont volontaires à venir présenter aux gens ce qu'ils font pour qu'on arrive à avoir ce tissu tant prisé aujourd'hui. Alors, on va un peu laisser le NDOP, peut-être on va revenir là-dessus durant l'émission. Vous allez nous parler un peu de l'architecture. Pourquoi avoir choisi ce domaine de compétences? Je commencerai par dire que l'architecture est arrivée comme un hasard. Parce que, comme je le dis toujours, avant d'aller faire architecture, j'étais en lettres modernes françaises à l'université de Yaoundé 1. Donc, c'est un tonton, M. René Tsakab, je lui fais un coucou, qui me dit, mais tu es à l'université et après,
qu'est-ce que ça va t'apporter? En 2009, donc, décembre 2009, il me dit, on a lancé un concours, va faire. Et puis, je vais faire, je ne savais pas que, je ne connaissais pas ce que c'est que l'architecture. Mais quand même, en ce moment, j'ai choisi esthétique urbaine et environnementale. Mais quand on fait le concours, on avait retenu 3 filières, donc architecture, art plastique, cinéma, audiovisuel. Donc, je me retrouve en architecture. Premièrement, j'ai voulu abandonner parce qu'étant en master 2 déjà, reprendre en première année, c'était pas facile. Mais j'ai eu des enseignants qui m'ont encouragé, principalement M. Alain Abakassé, qui me dit non, tu peux pas abandonner. Il faut que tu tiennes. À partir de la 2e année, la passion est née. Et je dirais même que c'est à l'école d'architecture que la passion pour la culture est née. Donc aujourd'hui, si je me retrouve passionnée de culture, c'est aussi l'héritage acquis à l'école d'architecture. Oui, on parle souvent d'architecture comme expression de la culture, parce qu'aujourd'hui on parle d'architecture, on parle de culture, c'est-à-dire on parle d'identité quelque part aussi, avec justement ces constructions un peu dans tous les pays qui forment l'identité peut-être d'une nation, peut-être d'une ethnie. Alors aujourd'hui vous avez un parcours quand même assez atypique. Vous quittez de lettres modèles françaises, architecture. Comment est-ce que vous conciliez tout ça pour arriver peut-être à devenir enseignante? Vous savez, j'aime bien ces citations de l'architecte Hassan Fatih qui dit « L'architecture est la métaphore culturelle des sociétés ». Il faut construire, quand on fait l'architecture ou quand on est architecte, ça signifie qu'on construit avec et pour le peuple. Donc, je suis parfois étonnée que les gens se rendent compte que quelqu'un ou bien qu'un architecte s'intéresse à la culture. Je dis, l'architecture n'est qu'un élément de la culture. Parce qu'à travers l'architecture, on peut exprimer les réalités culturelles des sociétés. Donc, pour moi, ce n'est qu'une évidence. Et l'enseignement, c'est une passion. Parce que parfois, quand j'arrive quelque part, dès que je parle, on me dit, « Madame, vous êtes enseignante ?» Et on me dit, « Mais vous tenez votre sac comme les enseignants, vous faites ci comme les enseignants. » Donc, pour moi, transmettre, c'est quelque chose... Les enseignants ne sont pas inconnus quand même. Voilà. Voilà, dans la société. Alors, aujourd'hui, vous avez commencé dans l'architecture. Quel était votre modèle au départ? Ah, mon modèle au départ, je vais un peu surprendre. Quand je commence l'architecture, au départ, je n'ai pas de modèle, mais j'ai entendu parler de Jean Nouvel et quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Mais pour dire vrai, je dirais aujourd'hui que mes premiers modèles en architecture, ce sont mes mères. Mes mères qui ont construit des cases pendant que mes pères étaient en guerre. Parce que parfois, quand on parle d'architecture, on oublie ces gens. Vous avez dit tantôt qu'on ne voit pas généralement les femmes en architecture. Je voudrais vous dire que les premières bâtisseuses dans l'histoire de toute l'humanité, ce sont des femmes. Sauf que quand l'architecture est devenue académique, les femmes ont été mises en marche. Et la première femme, qui est finlandaise, est diplômée 350 ans après que les écoles d'architecture aient commencé à fonctionner. Et après elle, on aura une première Canadienne qui arrivera 10 ans plus tard et la Française arrivera 30 ans plus tard. Donc aujourd'hui, au Cameroun, si je vais revenir au niveau du Cameroun, j'ai une architecte que j'apprécie particulièrement. Il s'agit de Madame Danielle Diouta Koto, parce que je l'appelle marraine, parce que dans le sens du patrimoine, elle est mon modèle. Et c'est quelqu'un qui m'encourage beaucoup dans ce que je fais, qui me suit et qui à chaque fois vous me dit, Edith, il y a telle chose, j'ai vu ceci, qui peut t'intéresser. Mais en dehors de ça, il y a beaucoup d'architectes. J'apprécie aussi particulièrement l'architecte Aimé Epounet, qui sait valoriser les matériaux locaux. Ben, en dehors de lui, il y a plusieurs autres architectes. On apprend toujours quelque chose de quelqu'un. On a le doyen Edouard Ding, qui se distingue aussi par cette attachement à la culture ou à la valeur africaine. Et comme ça, on peut citer des multitudes d'architectes de qui on s'inspire au quotidien. Alors aujourd'hui, on voit des bâtisses qui se passent, que quand on parle d'architecture au Cameroun notamment, on pense toujours à la construction des bâtisses, des monuments, peut-être des stèles entre autres. Mais est-ce que derrière ça, il y a toujours une histoire? J'ai pas bien compris la question. Est-ce qu'il y a toujours une histoire derrière, peut-être, supposons que je sois un client, je viens voir Madame Tchinkou, je dis, bon, j'aimerais avoir une bâtisse, un monument, une villa, je sais pas, un musée peut-être aussi. Qu'est-ce qui vous fait penser à ci, à ça? Qu'est-ce qui vous amène à peut-être construire, monter un plan, ou bien peut-être choisir le lieu? Ça se passe comment? Effectivement, tout à l'heure, j'ai dit l'architecte construit pour et avec le peuple.
Et l'architecture, c'est l'une des disciplines les plus flexibles qui puissent exister. Parce qu'un bon architecte doit être un bon sociologue, un bon psychologue, un bon médecin, un bon tout. Parce que déjà, on a l'habitude de dire, le premier malade à se coucher sur le lit d'un hôpital, c'est un architecte. Le premier à occuper un comptoir sur un marché, c'est un architecte. Le premier à occuper un banc d'école, c'est un architecte. Parce que l'architecte, contrairement, dit, ah, madame, ça veut dire que vous dessinez. Je dis non, je ne dessine pas, je conçois. Parce que l'architecture, c'est une œuvre de l'esprit. Et quand Odile, qui est journaliste, viendra me voir pour me dire, je veux une résidence pour moi, je ne penserai pas à la résidence d'Odile comme si je pensais à la résidence d'un agriculteur ou comme si je pensais à la résidence d'un médecin. Il y a des détails que même si le médecin oublie, je lui dirais non. Votre voisin pourra venir vous cogner à la porte pour dire j'ai mon enfant qui est souffrant. Donc vous devez prévoir peut-être une salle de consultation. Et pour concevoir, si peut-être vous concevez pour un monsieur handicapé, ne partez pas lui mettre des escaliers partout dans la maison. Donc à chaque structure, il devrait y avoir une histoire liée à la culture, une histoire liée à la vie ou à l'expérience personnelle de la personne pour qui vous construisez. Parce que l'architecture, justement, c'est concevoir cet espace de vie qui convienne à celui qui va l'occuper et qu'il faut qu'il l'occupe de manière confortable. Vous vous rassurez à lui donner le minimum de confort, de confort possible. Oui. Je veux dire, le maximum de confort possible, je voudrais dire. Je me souviens d'un client qui m'a dit un jour, je veux une maison, je suis divorcée. Je veux une maison qui n'est pas très grande quand je suis seule, pas trop petite quand je suis avec des gens. Ma maman, elle est régulière chez moi et elle a des difficultés pour se déplacer. Je suis allergique à la moisissure. Vous comprenez qu'à partir de ce cahier de charges, vous connaissez déjà quel est le genre d'espace que vous devez produire, que vous devez proposer à votre client. Donc, il y a tous ces paramètres, que ce soit au niveau de la construction des monuments. On ne va pas construire peut-être le monument de Oumiobe comme si on construisait le monument peut-être de Samuel Eto'o. Derrière Samuel Eto'o, il y a une histoire. Derrière Oumiobe, il y a une autre histoire. Et il faudrait que le monument puisse traduire cette réalité attachée à ce personnage. Alors, selon vous, avec toutes ces constructions et peut-être toutes ces plaques historiques qui jalonnent le Cameroun, quelle a été celle qui vous aura le plus marqué en tant qu'architecte, de votre vision peut-être de professionnel? J'ai deux monuments qui m'ont particulièrement marqué au Cameroun. Le premier monument, c'est le monument de la réunification. Parce que j'ai un attachement particulier pour celui qui l'a fait. C'est vrai que ça a été fait par l'architecte Armand Salmon, franco-juif, qui est décédé par son âme l'année dernière. Et la partie où on voit la femme avec l'enfant en main a été faite par le Camerounais Gédéon Pangop. Mais je parle particulièrement de ce monument parce que Armand Salmon, c'est un architecte pour qui j'ai eu beaucoup d'admiration. Malheureusement, beaucoup de Camerounais apprécient ses œuvres, mais ne le connaissent pas. Et pourquoi cet attachement particulier à l'architecture? Parce que l'architecture d'Armand Salmon, vous allez prendre l'immeuble Poste et Télécommunications, l'hôtel de ville de Yaoundé, la Bayard de Bafoussam, la Bayard de Garoua, l'hôtel de ville de Garoua, la grande mosquée d'Ngaoundéré. Je vais citer comme ça, il y a plusieurs, la CNPS avec la salle de conférence, vous allez prendre la Bayard centrale, ce sont les œuvres d'Armand Salomon. Mais il faut dire que derrière Armand Salomon, il y a un autre architecte, Moukouri Mouele, qui est le tout premier Camerounais diplômé en architecture, qui est décédé malheureusement en 1963, après juste 3 ans d'exercice de la profession. Donc, pour dire, en dehors de ce monument, il y a le monument Wanko à Bafoussam. J'ai un attachement particulier pour ce monument parce que Samuel Wanko, qui a été assassiné le 13 décembre 1957, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de la ville de Bafoussam. Parce que c'est lui qui va faire le premier tracé de la ville de Bafoussam. Et quand vous prenez la carte de Bafoussam jusqu'à aujourd'hui, vous allez remarquer que cette zone, Bafoussam est l'une des villes les plus bien tracées du Cameroun. Et c'est lui qui va construire le marché A de Bafoussam. Malheureusement, vous arrivez à Bafoussam, beaucoup de gens ne connaissent pas son histoire. On voit juste monument Wanko, mais qui est Wanko, on ne le connaît pas. Donc voilà un peu sur le plan des monuments, les deux monuments qui marquent particulièrement au Cameroun. Bon, on va un peu faire peut-être une dérivation, notamment concernant, on parle d'architecte et on parle de bâtisseur dans l'histoire. Même ça a souvent été associé avec peut-être les francs-maçons, les appelés les maçons. Est-ce qu'il y a justement une relation entre les architectes et peut-être les francs-maçons? Je ne sais pas si je suis assez outillée pour répondre à cette préoccupation, mais ce que je peux avoir comme élément de réponse, c'est que c'est ce que je sais. Ça peut être vrai ou bien ça peut être pas complet.
c'est que les maçons se retrouvaient au départ et puis ils réfléchissaient sur comment bâtir et apparemment ils auraient bâti beaucoup d'édifices dans le monde après les guerres mondiales qui avaient presque tout détruit. Bon, aujourd'hui, apparemment, ils se retrouvent pour faire autre chose que je ne sais pas. Mais si vous me posiez, par exemple, la question sur comment on construit les cases traditionnelles, peut-être je peux vous répondre, parce que là, je sais que je peux aller auprès de mes pères, et puis ça, c'est ma culture. Mais la culture maçonnique n'est pas ma culture, pour vous dire, vrai, ça ne m'intéresse pas. Mais j'aimerais bien savoir comment on fait pour que la grande case de ma chefferie puisse tenir sur une hauteur peut-être de 20 mètres. Je veux bien comprendre. Ils vont vous dire qu'il y a de la mathématique derrière, il y a beaucoup de géométrie, beaucoup de spiritualité, de cosmogonie, le nombre d'or fait ci. C'est ça qui m'intéresse. Oui, parce que les architectes sont souvent beaucoup plus associés aux francs-maçons, beaucoup plus dans les médias, peut-être dans les débats, entre autres. On aimerait savoir, peut-être vous qui êtes du domaine, est-ce qu'il y a justement ce lien? Vous insistez, mais je dis, je ne peux pas vous dire, je ne suis pas franc-maçon et je ne me suis jamais intéressée à cette, je ne sais pas si c'est une religion ou alors à cette loge, voilà, je préfère dire ça comme ça. Hein. D'accord. Je ne me suis jamais particulièrement intéressée à ça. Bon, peut-être comme vous me le dites, moi j'aime beaucoup faire des recherches, hein. Ça va me permettre après de faire un peu une sorte de parallèle entre cette profession et peut-être cette loge-là. Oui. Mais je puis croire que on n'a pas besoin d'être franc-maçon pour être un bon architecte, c'est ce que je sais. Voilà, mais je pense quand même qu'aussi les francs-maçons, c'est pas forcément des loges, les francs-maçons, c'est peut-être des personnes qui se regroupent avec plein d'expérience et puis beaucoup d'efficacité tout autour. Alors nous allons continuer peut-être avec l'architecture africaine. On a par exemple les cases gabonaises, qu'on voit souvent construites avec de la boue et l'argile, même les cases même camerounaises au Cameroun avec de la paille. On a les peuples Dogon, par exemple au Mali, qui utilisent beaucoup de peinture et puis une stratification quelque part un peu carré, du cubisme, entre autres. Comment est-ce que vous faites pour avoir justement cette vision de peut-être de l'architecture africaine, peut-être ancestrale, et l'architecture moderne aujourd'hui? J'ai un problème particulier avec ce qu'on appelle le modernisme, parce qu'il ne faudrait pas qu'on confonde modernisme et occidentalisation. Ah, d'accord. Parce que pour moi, l'Afrique a toujours connu du modernisme. Et en ma langue locale, quand je traduis le modernisme, ça n'a rien à voir avec ce que dit le dictionnaire français. Parce que le français vous dira le modernisme, c'est rompre avec certaines habitudes. Ouais. Par contre, chez moi, quand on parle de modernisme, si je vais voir mon grand-père au village, au moment où je suis en train de partir, il m'a transmis un certain nombre d'enseignements. Quand je vais partir, il va me dire, je vais le dire en bangou pour être plus fluide, il va me dire « Polong gonga mbihi ». Ce n'est pas une façon de me dire il faut rompre avec certaines choses, c'est justement il faut transmettre ce que tu as reçu. Et cette transmission générationnelle et transgénérationnelle, c'est ça que moi j'appelle le modernisme. Et dans ce sens, on va donc se rendre compte que dans l'architecture africaine, il y a eu justement cette évolution. Aujourd'hui, je prends l'exemple, on va apprécier par exemple les cases Mosgoum au Cameroun, qui ont fait beaucoup l'objet de beaucoup de recherches. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, si on veut regarder le Cameroun sur le plan architectural, je vous prends la case Mosgoum, je vous prends par exemple l'hôtel Hilton ou alors l'hôtel Montfébé. Oui. Mais pour un expatrié, pour un étranger qui arrive au Cameroun, vous pensez que l'hôtel Montfébé va... Ça ne peut pas. Il ne peut pas être ébloui face à l'hôtel Montfébé. Il sera ébloui face à la case Mosgoum. Il sera ébloui quand il va voir les cases de nos chefferies traditionnelles. Mais chez les Occidentaux, ils parlent d'exotisme peut-être aussi dans ce sens-là. Oui, effectivement, ben, quand on parle de tourisme, parce que pour moi, l'architecture ne doit pas... L'architecture est utilitaire, mais l'architecture aussi est là pour promouvoir... Il y a le tourisme architectural. Ah, d'accord. Et dans le tourisme architectural, ou dans le tourisme de manière générale, tant qu'il n'y a pas dépaysement, c'est qu'il y a eu échec sur le plan touristique. Et le dépaysement, c'est quand... Si je voyage pour arriver, je vais à Dubaï, et je vois la même chose que je vois au Cameroun, la prochaine fois, je n'irai plus à Dubaï. Parce que je vais me dire, autant mieux rester au Cameroun. Pour dire que le Cameroun ne va pas éblouir, par exemple, les Occidentaux avec la construction des gratte-ciel. Peut-être construisez des gratte-ciel. Peut-être faites ce que on a vu avec l'hôtel Zingana sans publicité à Bafoussam, avec les motifs d'une dôme. Quand chacun arrive là, c'est waouh. C'est pas la hauteur de l'immeuble qui impressionne. Oui. C'est l'élément patrimonial qui est ajouté sur le bâtiment et la décoration à l'intérieur. Cet aménagement
à l'intérieur, c'est ça qui captive quand on y arrive. On a mis en valeur la culture africaine et la culture camerounaise de manière particulière. Voilà ce que je peux dire. Il faut qu'on apprenne à apporter nos touches, ce qui fait notre identité à ce que nous Vous ne parlez pas du modernisme comme quelque chose qui apporte un changement peut-être dans l'architecture africaine? Justement, le modernisme apporte ou apportera quelque chose dans la façon de concevoir l'architecture africaine, mais sans toutefois l'occidentaliser. Moi, je suis contre l'occidentalisation de la chose. C'est-à-dire, si je prends par exemple la construction en pisé, si je prends par exemple la construction en briques, comment est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que la durée de vie d'un bâtiment construit en pisé puisse aller peut-être de 20 à 100 ans? Il faut donc trouver des mécanismes pour renforcer la structure. Là, c'est du modernisme. Mais ça ne signifie pas qu'on a rompu avec nos valeurs. D'accord. Alors aujourd'hui, on parle d'architecture, on parle de femmes dans l'architecture. Vous avez bien souligné au départ que les femmes étaient quand même au départ des premières justement bâtisseuses dans ce domaine. Mais aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont représentées? Selon vous, quel est justement ce manque de femmes dans ce domaine bien déterminé? Je pense que le fait qu'il y ait moins de femmes dans le domaine de l'architecture, ce sera la même chose en ingénierie. C'est parce que pendant un certain temps, on a cru que la femme était faite pour la cuisine. La femme était faite pour des métiers qui ne nécessitent pas trop de force. En fait, aujourd'hui, pour que l'Africain comprenne un certain nombre de choses, il faut aller fouiller encore dans notre culture et voir comment est-ce que ça s'est passé. Heureusement qu'aujourd'hui, avec la création de beaucoup d'écoles d'architecture au Cameroun, on voit de plus en plus des jeunes femmes s'inscrire, aller faire ces écoles. Ça dit contrairement à il y a 5 ans, il y a 20 ans, où on comptait par exemple 2-3 femmes inscrites au tableau de l'ordre des architectes. Je peux vous dire qu'à la dernière inscription, il y avait plus d'une dizaine de femmes. Et j'imagine un peu ceux qui sont aujourd'hui dans des écoles, ou bien à la prochaine inscription, veuillez à être là pour voir le nombre de femmes qui seront... parmi les inscrits. On sait que vous avez quand même parcouru beaucoup de pays déjà en Afrique. Quel était le pays qui vous aura le plus marqué du domaine architectural, peut-être du domaine culturel, dans leur manière de faire, notamment des constructions, peut-être des monuments, entre autres? Un des pays qui me marque le plus en termes d'architecture dite traditionnelle, certains appellent ça architecture vernaculaire, c'est le Mali. Mais architecture vernaculaire, je sais qu'il y a beaucoup de confrères qui sont contre cette expression, parce que celui qui a parlé d'architecture vernaculaire a parlé d'architecture without architects, c'est-à-dire l'architecture sans architecte. Je dis, mais faites attention, ils n'ont pas dit construction sans architecte. Ils ont dit architecture sans architecte. C'est dit qu'ils étaient impressionnés de voir des gens qui n'ont pas été à l'école, des blancs entre guillemets, faire des choses aussi monumentales. Aujourd'hui, quand vous regardez la plus vieille université du monde, c'était l'université de Timbuktu au Mali. Timbuktu, l'université de Timbuktu au Mali, c'est la plus vieille université du monde. Quand vous allez regarder toutes les constructions qui sont faites au niveau du Mali, et ils mettent aujourd'hui en valeur le matériau terre au niveau des constructions. Pourquoi ne pas s'en inspirer, par exemple, au Cameroun? Pourquoi est-ce qu'on ne construirait pas des édifices publics avec des matériaux locaux? Parce qu'on dit d'habitude dans la rue, et l'exemple vient d'en haut. Je pense que si on commence à voir nos matériaux locaux sur nos édifices, peut-être que ça pousserait les populations à adopter, à épouser cette façon de faire. On va voir encore, je reviens sur la case Mosgoum qui est presque en voie de disparition. Voilà une architecture tellement bien pensée. Quand vous regardez la case Mosgoum, c'est la haute science. L'architecture Mosgoum, c'est l'éducation de la jeune fille. L'architecture Mosgoum, ça parle de l'économie. L'architecture Mosgoum, ça parle de la médecine. Ça parle un peu de tout. Pourquoi est-ce qu'on ne préserverait pas cela? Pourquoi est-ce qu'à Yaoundé, on ne retrouverait pas cette architecture-là quelque part? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça, par exemple, au niveau du musée national? C'est vrai qu'ils avaient essayé, ils ont essayé de temps en temps. Mais est-ce qu'on avait pris des professionnels pour connaître le secret aussi? Il y a un côté mystique même là qu'on ne connaît pas toujours. Il ne faut pas toujours voir que le mystique, c'est ce qui est compliqué. Non, les gens ont des secrets. Allez les chercher dans leur village là-bas et puis qu'ils viennent faire, qu'ils vous disent par exemple que pour le faire, voici le type de terre, qu'ils fassent une étude pour vous dire il faut tel ou tel autre élément.
C'est possible, parce que si on a vu la case Mosgoum tenir à Bangou, à Bandefam, encore à Bangoula par la fondation Gacha, ça veut dire que ça peut tenir à Yaoundé. Ben voilà, Madame Tchinkou demande peut-être aux autorités de pouvoir chercher justement les responsables, peut-être les professionnels de ce domaine un peu mystique, mais pas forcément du mysticisme de sorcellerie. Voilà. Nous allons maintenant passer dans le domaine, toujours dans le domaine de l'architecture. Ailleurs, on voit beaucoup de musées. Pourquoi au Cameroun, peut-être à Bordeaux par exemple, il y a un musée du vin qui représente tous les vins du monde, entre autres. Il y a un musée africain même. Il y a un musée surtout, c'est toutes les histoires. Mais au Cameroun, on se limite à 4-5 musées. Pourquoi est-ce que on ne met pas en exergue notre histoire, notamment concernant justement ce genre de bâtisse? Je pense que là, ça relève de la compétence des décideurs. Mais est-ce que vous n'avez pas des propositions peut-être en tant dans l'ordre des architectes? Ouais. Justement, j'y arrive. Vous allez voir au niveau du musée national. Ouais. Le musée national est classé patrimoine national. Et je pense qu'il y a eu des extensions qui se sont passées dernièrement et qui ont fait objet de beaucoup de contestations au sein de l'ordre des architectes, parce que j'ai vu dans nos groupes des personnes qui ont réagi. Vous allez voir par exemple le Porsche qu'on est venu ajouter sur le plan législatif, sur le plan de la loi, c'est pas autorisé. À partir du moment où c'est patrimoine national, il y a des choses qu'on ne devrait plus y faire. On vient par exemple, il y a encore une extension au niveau des deux Une bâtisse a été construite voilà, à côté. Ouais. À gauche et à droite là. Sur le plan patrimonial, Ouais. c'est pas acceptable. Mais maintenant, on vous dit, il y a une réaction, peut-être au niveau de l'ordre, peut-être est-ce que les autres comprennent la nécessité. Maintenant, on va voir. Concernant la construction des musées, je pense que les chefferies sont en train de nous montrer un exemple aujourd'hui, parce que vous allez voir dans presque toutes les chefferies, j'ai discuté dernièrement avec le Lamido de Mokolo qui me parlait de son musée. Vous allez à la chefferie Batoufam, on a un musée de plein air, c'est la particularité de ce musée. Vous allez à la chefferie Bapa, on a un musée. À la chefferie Banjoun, on a un musée. Et ainsi de suite à la chefferie Bamodjou, on a un musée. À la chefferie Bangoua, on a un musée. Je pense que c'est déjà bien que nos dépositaires de tradition aient pensé à leur niveau. Comment faire pour préserver, ne serait-ce qu'à ce niveau local-là, c'est les éléments de notre patrimoine culturel. Bon, maintenant, au niveau national, je pense qu'il y a nécessité de pouvoir mettre un accent dessus et de faire vraiment des musées qui seront suffisamment fournis. Parce que faire un musée et fournir un musée, c'est aussi une autre chose. C'est bien beau, on va construire, mais il faut trouver des éléments, des objets qu'on va y mettre. Et trouver les objets qu'on va y mettre, c'est mettre en confiance les propriétaires de ces objets. Mettre en confiance les artisans. Il ne faut pas que l'artisan reste dans son coin et qu'il pense que il prend mon objet pour aller se faire... Il y a un problème d'éducation. Il y a un problème d'éducation, que ce soit au niveau des décideurs, que ce soit au niveau des fabricants de ces objets, que ce soit au niveau des détenteurs de ceux qui existent déjà, que ce soit au niveau de la population qui va les utiliser. Donc, on a du chemin à faire, mais déjà, il faut saluer ce qui a été fait. Déjà, qu'on puisse avoir les textes sur le patrimoine au Cameroun, c'est déjà une bonne chose. Mais il y a aussi l'UNESCO, entre autres, qui accompagne ces initiatives. Voilà, effectivement. Bon, laissons un peu le côté architecte. C'est vrai qu'on a quand même déroulé tout le tapis là-dessus. Parlons un peu de votre association Culture africaine et Paradigme. Il s'agit de quoi? En fait, l'association Coaching, c'est K-O-T-C-H-I-N-K. Mais je renvoie en réalité au coaching, mais le coaching sur le plan traditionnel, le coaching sur le plan culturel. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes pensent que le bonheur se trouve dans la cour du voisin. Quand on peut se dire, moi je ne parle pas le patois, par exemple. Mais c'est quoi le patois? Tu refuses de parler ta langue maternelle parce que tu veux ressembler à l'autre. Est-ce que l'autre cherche à te ressembler? Quand quelqu'un, par exemple, refuse d'accepter sa peau, et veut avoir la peau de l'autre. Il y a tellement d'éléments comme ça. En fouillant dans notre culture, on se rend compte que nos parents étaient des personnes averties. Nos parents ont fait beaucoup de recherches. C'est vrai qu'on va nous dire aujourd'hui que le problème, c'est que la culture africaine soit restée orale. Mais je pense que Amadou Ampadeba justifie justement cette oralité pour dire que quand on transmet de génération en génération, il y a quelque chose, il y a une authenticité derrière. C'est pas pour dire qu'aujourd'hui, il ne faille pas penser à
comment je vais dire ça, à mettre sur écrit, transcrire notre culture. Parce que je pense que quand les autres sont arrivés, soit avec la Bible, je n'ai rien contre ça, avec la Bible, avec le Coran, s'ils avaient en face d'eux des textes écrits, nos parents auraient réfléchi autrement. Mais face à ça, ils n'avaient rien. Mais je dis encore, c'est à tort qu'on dise qu'ils n'avaient rien. Parce que nos grandes cases dans nos chefferies nous parlent. On a parlé d'indigénat, le mot qui est sorti, manque de hiérarchisation chez les Africains, quelque part un peu. C'était ce qu'on a lu dans les livres d'histoire. Mais c'était à tort, même. On dit les livres d'histoire sont à réécrire. Il faudrait qu'on réécrive notre histoire. Parce que les autres, vous savez que quand on raconte une histoire, il y a au moins 4 versions. Il y a l'histoire des vainqueurs, il y a l'histoire des vaincus, il y a l'histoire des témoins, il y a l'histoire des gens qui étaient absents. Comme j'ai pris l'exemple, nous avons parlé tout à l'heure du Ndop. Je vous dis que sur le Ndop est un tissu sur lequel on retrouve on retrouve les éléments de toutes les sciences fondamentales. Vous allez trouver la mathématique, la médecine et tout. Allez sur nos grandes cases, vous allez voir les tissages, les parois tissées en bambou. C'est pas anodin. Chaque motif là-bas est une communication au leader, au roi. Un enseignement, comment est-ce qu'il doit gérer le peuple. Je me souviens dernièrement, à la chefferie Batoufam, le roi expliquait au préfet du Konki les éléments. Il disait, ici, on te dit que dans la société, il faut respecter l'opinion de tout le monde. Ici, on te dit qu'il faut faire ça. Et puis, il a dit, mais ça veut dire, moi aussi, je peux apprendre ça. Et le roi lui a dit, justement, on devrait vous enseigner ça à l'école d'administration. Parce que si vous avez compris ces fondamentaux, vous gériez les gens autrement. Donc, c'est pour vous dire que il faut qu'on cesse toujours de croire que l'Afrique était le dernier de la classe. Pour preuve, quand on fait les recherches aujourd'hui, on se rend compte que ce soit la médecine, on fait hommage à Imhotep. Contrairement à ce qu'on fait, on fait un prêt de serment sur Hippocrate. Hippocrate n'est pas le père de la médecine. Le père de la médecine, c'est Imhotep. Il faut qu'on dise la vérité aux Africains. L'Afrique est riche. Et aujourd'hui, l'Afrique a besoin de se réapproprier ses valeurs. Et c'est pour ça que nous avons mis sur pied cette association. Parce qu'il est temps qu'on aille dans les écoles et qu'on affiche la photo d'Odile, qu'on dise aux jeunes filles, voilà une femme journaliste, elle a fait tel parcours, voici ce qu'elle fait aujourd'hui. Que vous soyez un modèle, que vous soyez source d'inspiration pour la jeune fille. Qu'on prenne les femmes qui ont marqué l'histoire. Qu'on dise à nos jeunes filles, vous avez dit tout à l'heure que les femmes, on ne les retrouve pas trop en architecture, mais prenez les photos, racontez l'histoire de ces femmes qui ont marqué l'histoire de l'architecture, les Hadid, et ainsi de suite. Qu'on parle de ces femmes dans nos écoles. Qu'on prenne des hommes qui ont marqué l'histoire. Qu'on parle d'eux. Combien de Camerounais connaissent Oumniobé en dehors du fait qu'on nous a dit que c'était, ou Anes Wandji, en dehors du fait qu'on nous a dit qu'il était maquisard. Vous voyez un peu, donc c'est ça l'objectif de cette association. Aller justement vers les artisans qui sont sur le terrain, qui travaillent dans l'ombre et les mettre sur vitrine. C'est-à-dire parler de ces gens. En fait, l'objectif global, c'est puiser justement puiser les éléments fondamentaux dans la culture pour redonner à la culture sa place, pour amener les Africains, en général les Camerounais en particulier, à se réapproprier leurs valeurs, à redécouvrir qui ils sont. Croyez-vous au panafricanisme? Aujourd'hui, le panafricanisme a un peu plusieurs pans. C'est-à-dire que finalement, on ne comprend pas. Il y a ceux qui parlent du panafricanisme, il y a ceux qui parlent d'afrocentricité, il y a ceux qui parlent du kémétisme et tout ça. Mais je pense que derrière tout ça, ce qu'on défend, c'est la valeur africaine. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je crois beaucoup plus au kémétisme qu'au panafricanisme. Parce que le panafricanisme est resté beaucoup plus politique. C'est-à-dire les États nous parlent du panafricanisme, mais au fond, on ne nous donne pas les éléments assez solides pour qu'on soit fier de se réclamer cette identité africaine. Mais je vois un peu avec la tendance kémétiste aujourd'hui, où on va justement fouiller dans la science. Mais les kémites remettent tout en question, notamment concernant les dates, notamment concernant peut-être la religion catholique, musulmane, ils remettent tout en question quand même. Mais ce n'est que normal que quand vous avez passé le temps à fouetter votre enfant, à l'enfermer dans une maison, que le jour où il sort de sa prison et qu'il découvre quelque chose dehors, qu'il commence à dire que mais je croyais dans la maison là que la cuillère n'existait pas, je n'avais jamais su que telle ou telle autre chose. Je dis souvent que le malheur des autres, de l'œcodème, entre guillemets, c'est d'avoir rendu disponible, accessible Internet à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, sur Internet, on a tout. Et parfois, ce sont même ces blancs, entre guillemets, qui fouillent dans les musées, filment et publient. Et aujourd'hui,
on a aussi nos enfants qui ont fait archéologie, qui ont fait anthropologie. Aujourd'hui, on peut faire les fouilles. Vous avez vu, on nous a longtemps parlé de l'ère égyptien, par exemple. Il y a une étude très récente, je crois que c'est 2015, si je ne me trompe pas, à la découverte de la grotte de Shumlaka, dans le nord-ouest, où on nous dit que les gens ont vécu à Shumlaka plus de 1500 ans avant l'ère égyptienne. Mais combien de Camerounais savent ça? Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, plus on va vers la connaissance et plus on remet des choses en question. Parfois, vous croyez avoir tout découvert et c'est le jour où vous tombez sur une autre chose. C'est pour ça que la science est dynamique. C'est pour ça que j'aime la science, j'aime la recherche parce qu'aujourd'hui, vous avez découvert une chose, ben, demain, vous découvrez une autre chose et ça vous pousse. On ne devrait pas en vouloir à celui. Au contraire, moi, j'apprécie les gens qui remettent les choses en question. Parce que moi, je suis une spécialiste de la remise en question. D'accord. Mais là, maintenant, on va parler toujours dans ce domaine d'avant de l'architecture. Aujourd'hui, on parle d'architecture paysagiste, on parle de décoration intérieure, d'architecte d'intérieur. C'est quoi la différence? L'architecte, c'est quelqu'un qui a fait au moins 5 ans d'études. Aujourd'hui, au Cameroun, il faut avoir fait 5 années d'études. Il faut avoir fait 2 ans de stage pour être admis au tableau de l'ordre des architectes du Cameroun. Là, vous avez l'habilité à exercer en votre nom propre. Maintenant, l'architecte d'intérieur, vous pouvez aller faire 2 ans d'études pour apprendre à faire l'architecture intérieure. L'architecture d'intérieur n'a rien à voir avec l'architecture. Sauf que l'architecture intérieure va se focaliser sur l'aménagement de l'espace intérieur et il devrait, ou alors il travaille en collaboration avec l'architecte. Maintenant, un architecte peut être c'est-à-dire un architecte d'intérieur n'est pas forcément un architecte, mais un architecte peut être en même temps architecte, architecte d'intérieur, architecte paysagiste, architecte urbaniste, architecte juriste. Parce que l'architecture, c'est une formation qui s'ouvre sur plusieurs spécialités. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis journaliste. Moi, j'adore la communication. J'adore la culture. Ça veut dire, nous sommes peut-être 50 qui avons fait la même école, qui sommes sortis la même année, mais en fonction de la sensibilité de chacun, chacun va se frayer un chemin. Vous allez voir des gens qui vont vous dire, bon, moi, je vais me spécialiser en construction navale. Quelqu'un d'autre va vous dire, je vais me spécialiser dans la construction de laboratoires. Si, par exemple, quelqu'un me consulte aujourd'hui pour me dire, je veux construire un laboratoire, je sais exactement que je vais aller chercher l'architecte Olivier parce que je sais que c'est son domaine. Je vais travailler en collaboration avec lui parce que il faut qu'on apprenne aussi à travailler en équipe parce que le travail en équipe paye toujours. Donc, pour vous dire qu'en réalité, l'architecte paysagiste va donc s'occuper de l'aménagement extérieur, c'est-à-dire le lien entre le bâtiment et son environnement. Mais l'architecte donc peut se spécialiser après en paysagisme. Ah, d'accord. Et la décoration intérieure, c'est différent aussi peut-être La décoration intérieure, c'est vous avez construit votre maison et puis vous appelez quelqu'un qui va venir vous dire je vais mettre le rideau ici, je vais mettre ça là. Là, je pense que la différence qu'on peut établir entre le décorateur et l'architecte d'intérieur, c'est que l'architecte d'intérieur peut travailler avant même la construction. C'est-à-dire qu'avec votre plan, il peut déjà vous proposer un aménagement intérieur. Et les ingénieurs civils aussi. Parlant des ingénieurs de génie civil, j'aime bien, je crois que c'est le français, comment son nom m'échappe directement. Il y a un architecte français qui disait, quand on lui demandait la différence qui existe entre l'architecture et la construction, ou alors entre l'architecture et l'ingénierie, il a dit de manière très simple, la construction sert à tenir, l'ingénierie sert à faire tenir et l'architecture à émouvoir. En fait, pour avoir un édifice, vous devez construire une maison bien pensée qui tient sur un terrain solide. C'est pour ça que pour une maison qui fonctionne, une maison qui respecte les règles de l'art, vous avez besoin de l'architecte. Pour qu'elle tienne debout, vous avez besoin de l'ingénieur de génie civil. Et pour que ce soit sur un sol solide, vous avez besoin de l'expertise d'un d'un géotechnicien. Le géotechnicien va vous faire, par exemple, au Cameroun, la loi dit à partir de R+2, il faut faire le sondage du sol. Lui, toute une équipe, justement. Et chacun devrait donc jouer son rôle. Maintenant, si vous avez besoin d'implanter dans le bâtiment, vous allez faire recours à un géomètre, topographe, qui viendra donc implanter votre édifice sur le site. Donc chacun a son rôle en fait.
Mais il y a souvent des constructions anarchiques qu'on retrouve souvent aussi dans certaines régions. Comment se passe-t-il que peut-être on ait un immeuble et après il s'écroule quelques temps plus tard? Là, il faut questionner. Là, je pense qu'il y a beaucoup de responsabilités sont engagées. Parce que en France, par exemple, vous portez la responsabilité, l'architecte est le maître d'œuvre. Et il assure la maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire que l'architecte devrait contrôler depuis la conception du bâtiment jusqu'à la livraison. Et en France, l'architecte porte la responsabilité pendant 30 ans. Au Cameroun, c'est 10 ans. Ah, d'accord. Mais l'architecte ne portera la responsabilité que si vous avez un contrat de suivi. Par contre, ce qu'on va voir avec ces bâtiments qui s'écroulent, c'est que le maître d'ouvrage viendra vous voir. Je veux construire un immeuble R+5. Vous lui dites, votre étude va coûter tel montant. Il trouve que c'est cher. Parfois, il vous dit, c'est juste pour ce bout de papier que je dois payer tel montant. Dès lors que vous lui avez fait l'esquisse, c'est-à-dire un APS avant projet sommaire, il prend l'APS, il part, il ne vous contacte plus. Il a son cousin, il a son oncle, il a son beau-frère maçon. Il part, il construit. Parfois, vous lui avez demandé de faire les sondages du sol, il ne l'a pas fait. On part, on construit. Est-ce que le dosage est vérifié? Non. Ce n'est que normal qu'après le bâtiment s'écroule. En ce moment, l'architecte n'y est responsable en rien. Parce qu'il n'a rien signé avec le maître d'ouvrage. Voilà. Bah écoute, on est un peu éclairé justement face à justement ces catastrophes qui arrivent quand même de temps en temps au Cameroun. Alors pour souffler un peu, nous allons prendre cette rubrique qui est découverte, c'est-à-dire des rubriques avec des vidéos de vos proches. Sans plus tarder avec le concours de la régie. Salut à tous sur le plateau, salut à tous les téléspectateurs de Talent de Femmes. Merci pour le combat que vous faites pour la restauration de la dignité de la femme en Afrique. Et merci pour votre activisme social et cet engagement vis-à-vis de la femme. Je voudrais dans ce même élan parler de cette jeune dame, Flore Edith Mipo, qui dans son engagement sociétal valorise à sa manière le potentiel féminin. Personnellement, je la connais comme une jeune dame très engagée dans différents secteurs sociaux, son activité professionnelle, architecture et bien d'autres activités, en l'occurrence le FENDA par exemple, le FENDA par exemple qui est porté par cette dernière et est une activité assez encourageante également. Flore Edith Mipo est également promotrice de plusieurs activités culturelles, en l'occurrence le FENDA, qui a vu sa première édition en 2022 et qui court aujourd'hui vers sa deuxième édition. Ceci sont l'une des activités sociales qui sont portées par cette jeune prodigieuse architecte pour la dignité africaine et la restauration de la femme dans toute son honneur et sa splendeur. Parce que il est justement à noter que ce festival met en vitrine la femme africaine et la femme camerounaise en particulier. Donc, vu que tous les symboles regroupés dans ce textile vouent également un culte à la femme. Donc, c'est de bonne guerre, c'est un cheval de bataille qui est carrément porté aujourd'hui par cette jeune architecte. Ceci est ce que je connais d'elle sur le plan social et sur le plan professionnel en tant qu'architecte moi-même également. Nous avons collaboré sur plus d'un projet et je peux dire que c'est une femme assez pragmatique, assez dynamique qui n'hésite pas à enfiler ses bottes elle-même pour se plonger dans le chantier. Donc nous avons eu un travail à Fumban, dans une périphérie de la ville de Fumban, où cela s'est très bien passé. Et on a eu un autre projet, on a également collaboré sur un autre projet
d'hôtel à Batoufam, où cela s'est d'ailleurs très bien passé aujourd'hui, qui est en cours d'exécution. Donc c'est une femme assez dynamique, très inspirante aussi pour la jeune fille. Et ce que j'aimerais dire en ce qui concerne cette jeune talentueuse dame, c'est également que elle a parfaitement compris le rôle sociétal de l'architecte. Parce qu'aujourd'hui, l'architecte africain est trop opérationnel. Il est trop opérationnel. Il n'est pas suffisamment idéologique. Et c'est donc son combat, son activisme culturel qui la ramène de plus en plus sur l'idéologie de l'architecture. Parce que avec sa démarche, c'est exactement une démarche pour réussir dans un avenir proche à réinventer l'architecture africaine, parce que c'est véritablement un combat très profond et je crois qu'elle est exactement sur la voie nécessaire pour porter ce projet à bien. Donc je suggérerais que tous les jeunes architectes femmes copient clairement son exemple, parce qu'il y a une grosse littérature, il y a beaucoup d'enjeux anthropologiques et symboliques, idéologiques à promouvoir au travers de l'art qui est cette architecture-là. Et je pense que jusqu'ici, Mipo Edith Flore arrive à le faire avec beaucoup d'efficacité. Merci. Ah, Monsieur Chedjou Michael, votre ancien étudiant, ami, qui ne tarit pas d'éloges, notamment concernant vos capacités et vos performances. Ça vous fait quoi de voir un étudiant qui parle de l'enseignante comme ça? Chedjou, c'est un des étudiants qui m'a particulièrement marqué et ça me fait plaisir de le voir témoigner, comme plusieurs d'ailleurs. S'il y avait eu l'opportunité que tous mes étudiants témoignent, je suis sûre qu'au moins à 90%, ils auraient dit la même chose. Donc c'est un plaisir de savoir qu'on a marqué la vie des autres et de savoir qu'en tant qu'enseignant, on est modèle pour ceux qu'on a enseignés. Oui, parce que là, il parle de votre détermination, il parle de votre jeunesse surtout. C'est une jeune étudiante, une jeune professeure qui justement se démarque par son travail. Il a parlé justement de votre déplacement à l'Ouest. Ça s'est passé comment avec le jeune étudiant? En fait, j'avais été contactée pour un projet à Fumban. Et sachant qu'il était encore à Fumban, il était étudiant à Fumban, je l'ai donc appelé et je lui ai demandé s'il était disponible pour m'accompagner. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Généralement, il m'appelle la mère. Ça m'a étonné qu'il ne l'ait pas dit aujourd'hui. Il me dit, la mère, je suis disponible. Si c'est pour toi, on va y aller. Et puis, nous y sommes allés. On est allé sur le terrain. On a pris tout ce qu'il fallait prendre comme élément. Bon, la deuxième fois, je n'étais pas disponible. Je l'ai appelé. J'ai dit, est-ce que tu peux repartir? Il me dit, il n'y a pas de souci. Il est reparti. Et puis, c'est comme ça qu'on a travaillé sur ce projet jusqu'au niveau où on s'est arrêté. Aujourd'hui, à Talent de Femme, on reçoit une architecte d'envergure. Sans plus tarder, nous allons prendre la vidéo suivante. Flore est une amie qui a une belle âme. Et je suis fier, je me vante même, et je suis honoré de son amitié. Je dirais même déjà de sa fraternité, vu tout le temps qu'on a passé ensemble, vu l'étendue des relations que nous avons. Nous parlons facilement business, facilement famille, facilement on peut blaguer. Mais il y a des lignes à ne pas franchir avec elle. Et donc, c'est pour cela que je m'enorgueillis d'être son amie. Et je peux dire que c'est une femme très, très, très charismatique. Très charismatique. D'ailleurs, peut-être, ceci pourrait expliquer pourquoi je n'ai pas encore vu d'anneau à sa main, à ses doigts. C'est pas facile pour un homme de supporter une personne d'un caractère aussi fort, qui a des principes et qui a des valeurs. Et lorsqu'elle elle décide de respecter la ligne de conduite qu'elle s'est fixée, qui que vous soyez, peu importe le prix que vous mettez sur la table, non. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, j'ai vu son combat lors des problèmes liés à la chefferie Bangou. Je l'ai vu dans certaines vidéos, elle a même perdu ses chaussures tellement elle courait à gauche et à droite. J'ai vu sa bataille pour le festin d'or. Je ne parlerai pas de ses étudiants à l'école des travaux publics de Yaoundé qui ne tarissent pas d'éloges à son endroit. J'ai eu la chance de rencontrer un ou deux, par hasard, dans une maison d'imprimerie des plans, pas loin de là, et qui faisait un commentaire sur la facilité à retenir les cours qu'elle dispense, qui faisait des parallèles entre le fait qu'elle soit une femme, de surcroît architecte et enseignante, mais que personne ne pouvait lui marcher sur les pieds. Et ce qui n'empêchait pas que ses cours étaient vraiment suivis.
par les étudiants. Donc j'ai suivi cette discussion à tout hasard et tout en étant impressionné, je n'étais pas très surpris. Donc après qu'on se soit rencontrés à nouveau en 2012, je n'ai pas hésité quelques années plus tard à lui suggérer de me faire des propositions pour la construction de ma maison. Et elle a fait un travail très remarquable et puis son humilité m'avait impressionné. Elle allait tout le temps se rapprocher de celui qu'elle appelait son parrain, qui est un architecte plein, et à son âme, il est décédé d'ailleurs. Et chaque fois, elle venait me dire, voilà ce qu'il a proposé, mais voilà ce qu'il propose, toi tu penses quoi? Et c'est comme ça que par la suite, je lui ai confié carrément le travail de maîtrise d'œuvre de la construction de cette maison. Et le résultat était formidable, donc je n'ai pas hésité à la recommander partout. Donc c'est un architecte plein au sens du terme. C'est une jeune femme très engagée, avec des valeurs incroyables. Et elle persiste, je le dis, malgré la conjoncture actuelle, malgré l'environnement qui peut pousser certaines personnes à outrepasser leurs principes. Elle est restée constante dans sa façon de penser jusqu'à aujourd'hui. Et donc, pour cela, je suis très admiratif du parcours qu'elle a jusqu'à présent. Mais je pense qu'elle n'est qu'au début. Elle va certainement nous impressionner davantage. Ah, vous n'êtes qu'au début, hein, monsieur. Il dit justement, il est toujours avec justement plein de compliments. Il a dit, vous avez réalisé sa maison, ça s'est passé comment? Oui, à l'époque, j'étais encore à l'école. On s'est retrouvés en 2012, je crois en 2014. Il me contacte, il dit, voilà, je veux acheter un terrain. Je crois que même dans le processus d'achat, on est allé ensemble. Et quand il a acheté, il m'a donc confié les travaux. Il faut dire qu'au départ, c'était pas facile parce que j'ai travaillé avec lui, il n'y avait pas de souci. Mais sur le terrain, parfois, c'était pas très facile. Quand tu arrives sur le chantier et puis on te regarde, c'est parfois quand j'arrivais et puis je dis non, vous n'avez pas fait ci, vous devez faire comme ça, que l'autre demande que mais c'est qui? On dit que mais c'est la patronne, tu ne la connais pas. On dit une femme. Donc, avec le temps, hein, comme il a parlé d'humilité, j'apprenais beaucoup aussi des techniciens parce que vous savez, parfois vous avez face à un technicien, vous faites face à un technicien qui a déjà fait 30 ans de chantier, vous êtes à l'école, vous avez beaucoup de choses à apprendre de lui et j'en profite pour dire aux jeunes, quand vous arrivez sur le chantier, dites-leur, je suis architecte, les techniciens qui sont sur le chantier, c'est le pragmatisme, ils pratiquent. Ayez l'humilité de leur expliquer un certain nombre de choses et en retour, vous apprendrez aussi énormément d'eux. Donc, je suis contente aujourd'hui, il est dans sa maison et chaque fois, c'est une fierté de dire, c'est moi qui ai fait ce projet, c'est l'un de mes premiers, c'est même oui, c'est l'un de mes premiers projets et un de mes premiers projets d'envergure, ce qui fait qu'après, il m'a recommandé chez d'autres personnes. Je me souviens, à son anniversaire, on se retrouvait là et puis, il a dit aux gens, voici celle qui a fait ma maison. Et puis tout le monde, c'est une femme. Ben, on était étonnés. Ben voilà, on vous sent très heureuse déjà avec ce projet. Ouais. Ça marque au moins Et là, je dis, je voudrais encore ici rendre hommage à l'architecte Essam, Francis, père son âme, il est décédé quelques années après, parce qu'il m'avait suffisamment accompagné pendant ce projet. Et justement, monsieur Essam, il avait été impressionné que je l'aborde, parce qu'il enseignait à l'école, mais moi particulièrement, il ne m'avait pas enseigné. Mais je suis allée le voir, pour qu'on travaille, et de temps en temps, il me donnait des conseils. Et puis un jour, il m'a tendu la main, il me dit félicitations. J'apprends beaucoup de toi. Et un jour, il y a eu un souci avec l'ingénieur sur le chantier. J'ai dit à monsieur Kwakam, ça ne se passe pas comme ça. C'est moi qui décide. Et quand j'ai fait une nouvelle proposition, parce qu'il y avait eu un problème au niveau de l'implantation, ils avaient raté le niveau d'implantation. Il a fallu maintenant que je fasse une nouvelle proposition et que je me réadapte à l'erreur. Et je me souviens quand monsieur Essam arrive sur le chantier, je lui ai expliqué. Il a dit à monsieur Kwakam, cette femme est à féliciter parce que moi, avec 25 ans d'expérience, je ne suis pas sûre que j'aurais proposé la solution qu'elle a proposée. Bah, il a parlé de pragmatisme aussi. Il a dit, c'est pour ça qu'on ne porte pas une bague, parce qu'elle est quand même aussi... vous savez, j'ai l'habitude de dire, hein, le mariage est une nécessité, mais pas une obligation. Ah, donc parfois, on est célibataire. Vous serez féministe peut-être? Je suis féministe d'un autre genre. Ah, d'accord. Voilà. On n'est pas toujours célibataire parce qu'on n'a pas de prétendant, mais parfois parce que le prétendant qu'on a en face de soi, il voit le monde autrement. Et moi, je pense que le bonheur... Personne ne vous donnera le bonheur que vous n'avez pas. Chacun construit son bonheur. Et je ne voudrais pas me mettre avec quelqu'un qui vient... C'est-à-dire, si par exemple, je suis aujourd'hui une femme de culture. À quoi bon épouser un homme qui va vous dire,
tu arrêtes avec ta culture, tu arrêtes avec ta passion, tu arrêtes. Ça veut dire qu'il ne veut pas mon bonheur. Voilà. Non, mais c'est une histoire de communication, peut-être. Mais il y en a qui sont des carrés. concessions. L'amour, c'est un couple, c'est une concession. Et puis un couple se travaille aussi. Mais il y en a qui sont carrés. Ouais. Et si déjà quelqu'un peut être carré avant le mariage, ça veut dire que dans le mariage, c'est sera pire. Hein? Non, c'est une histoire d'entente entre deux personnes. Ben, faire des hein. concessions. Il se fait pas tard. Ouais. Donc, j'ai vu des femmes se marier à 70 ans. Non, non, vous n'êtes pas si vieux que ça. On va passer à la vidéo suivante. Bonsoir. Oui. C'est une occasion pour moi de parler de Dame Flore Tinkou pour ses talents d'artiste. Et je dirais qu'elle a révolutionné le milieu traditionnel dans cette mouvance où elle a ouvert les yeux de beaucoup de chercheurs qui s'embrouillaient dans l'écriture qui est le symbole du Ndop, avec la référence de ce festival Fenda qu'elle a mis sur pied pour la première édition. Et je pense que la mission qu'elle s'est lancée n'est pas le fait d'un choix personnel, mais je dirais en tant que quelqu'un qui la suit régulièrement dans ses recherches, qu'elle a été choisie. Donc elle a été ouverte pour cette mission. Et malheureusement que de par son genre féminin, beaucoup de gens pensent que la femme ne peut pas atteindre un certain niveau. Non, elle a fait ce que beaucoup de personnes pendant des siècles n'ont pas réussi à faire. Et je crois que de par ce qu'elle a eu et qu'elle continue à mettre sur pied, il faudrait que nous sachions qu'elle est pleine dans sa mission et il faudrait que nous tous nous l'accompagnions dans sa prochaine édition Fenda qui aura lieu en novembre. Moi particulièrement, je lui donne ma parole de l'accompagner pour la réussite de cette édition. Artiste, oui. Et pour ses talents cachés, je pense qu'en plus de cette connaissance qu'elle a dans la structure traditionnelle qui est la base même, elle est une architecte moderne. Elle a su agencer l'architecture du temps moderne avec l'architecture artisanale ou traditionnelle, ce qui fait d'elle aujourd'hui un génie. Et comme enseignante, je pense qu'elle est l'un des rares enseignants qui communique régulièrement avec ses étudiants parce que ce n'est pas donné à une dame d'être toujours au milieu de ses étudiants pour pouvoir les accompagner. Merci. Flore est une dame engagée, non seulement dans ses activités professionnelles, mais elle se sacrifie beaucoup pour donner le peu de connaissances qu'elle a dans ce qui est pour lui et la réappropriation de nos valeurs traditionnelles qui est notre identité. Et je pense que nous devions l'accompagner dans tout ce qu'elle fait. Parce que le fait de se lancer dans ce domaine, c'est un sacrifice. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens pensent que dans ce domaine, on peut nourrir son homme. Non, elle le fait parce qu'elle a envie, parce qu'elle a de l'amour, parce qu'elle a de la passion pour sa tradition. Voilà pourquoi, moi particulièrement, j'aimerais que tout le monde mette la main et essaie de l'accompagner dans tout ce qu'elle fait. Elle est une femme engagée, comme je viens de le dire, déterminée surtout, et prête à affronter toutes les difficultés qu'il faut, parce que dans ce domaine, surtout sur le plan traditionnel, elle est vraiment futée. Et j'ai vu en elle encore
une passionnée de sport. Oui, une passionnée de sport. Et ça fait d'elle une femme complète. Voilà pourquoi je voudrais aussi tendre la main au monarque qu'elle, durant tout son temps, les côtoie, de la protéger parce que c'est un milieu, c'est une mission qu'elle a qui suscite beaucoup de jalousie, beaucoup de haine. Et il faudrait qu'à tout moment, nos ancêtres soient toujours en éveil pour pouvoir la pousser plus loin que ce qu'elle est aujourd'hui. Et mon rêve, c'est que sa deuxième édition du FENDA soit une réussite totale. Parce que moi, personnellement, je vais lui promettre de l'accompagner pour la réussite dans l'innovation, dans certaines perspectives qu'elle n'a pas eu à explorer. Et je pense que par son esprit de curiosité, elle se lance déjà et je crois qu'elle a atteint un certain niveau qu'il faille que tout le monde puisse venir elle se ressourcer parce que c'est une source de savoir. Moi qui suis aussi peut-être son maître, je peux le dire comme ça, parfois j'apprends d'elle parce qu'elle prend tout le temps dans ses recherches. Et je crois que c'est une dame qui ne dort pratiquement pas. Et il faut l'accompagner dans tout ce qu'elle fait. Merci. Maître Alain Gantu, il dit qu'il est aussi ton maître quelque part aussi. Il a parlé justement de ta détermination, il a parlé de protection. On sait que c'est un anthropologue traditionnaliste. Comment vous travaillez avec ce monsieur? Ça va être un peu étonnant la manière. Je l'ai rencontré sur les réseaux sociaux. On a fait connaissance sur les réseaux sociaux. Mais, il commentait souvent mes publications et c'est comme ça que nous sommes devenus amis. Je l'ai rencontré pour la première fois, c'était à la chefferie Batoufam. Donc parfois on s'appelle, on échange. Et quand je fais des recherches, je suis coincée quelque part, je l'appelle, je l'appelle l'initié. C'est comme ça que j'aime l'appeler. Mais il va vous initier, hein. Justement, il a mis sur pied, il est en train de mettre sur pied l'école d'initiation à la tradition africaine qui est à Bazou. Qui a ouvert ses portes à Bazou. Oui. Donc, de temps en temps, parfois, il me dit que va dormir, il se fait tard. Il dit, laisse mes oreilles tranquilles parce que je lui dis que j'ai découvert telle chose, je suis tombée sur tel document, comme ça parfois je lui envoie aussi les documents. Parfois je lui dis, ben, il y a telle chose que je n'ai pas compris et puis il me dit, non, voici, c'est comme ça. Et voilà un peu comment ça se passe. Donc c'est quelqu'un d'assez disponible, d'assez ouvert, toujours prompt. Parfois il est même tard. Je lui dis, est-ce que je peux t'appeler? Il dit, vas-y, appelle-moi. Je l'appelle et puis ou bien il me dit, attends, moi je t'appelle. On échange et voilà. Ah, écoute, on espère que la culture africaine traditionnaliste pourra toujours être conservée avec ce genre de personnalité. Alors, nous allons prendre la dernière vidéo. Bonjour Odile. Bonjour à tous les spectateurs d'Info TV. C'est une immense plaisir pour moi d'avoir accepté à votre invitation à cette émission Talent des femmes. C'est aussi un plaisir pour moi d'intervenir porter mon témoignage en faveur d'une femme dynamique, une femme dont le talent est au-delà de toute imagination. Edith Tinko. Moi, c'est César Tekam, je suis le frère d'Edith et je pense que dans la famille, je suis mieux placé pour parler d'Edith. En fait, Edith, sur le plan de vie, sur le plan familial, est une femme qui a beaucoup d'admiration dans la famille. Dans la famille, elle a un poids, comme on dit souvent. Elle a une influence. Vous savez, dans la famille, on a une influence de par ce qu'on fait, de par notre attitude, de par notre personnalité. Et elle, vraiment, elle a une personnalité, une attitude et un sens de responsabilité qui est vraiment très grand, ce qui fait en sorte que quand elle parle dans la famille, tout le monde tend l'oreille attentive et elle écoute et prend au sérieux ce qu'elle dit. Donc c'est une femme assez dynamique, influente, pas seulement dans la famille, mais aussi son admiration est autour d'elle, dans son plan professionnel. Elle est dynamique et
l'une des admirations, c'est elle a vraiment le sens des rigueurs, que ce soit sur le plan professionnel, que sur le plan familial, que sur le plan sur tous les plans, elle a le sens des rigueurs. La rigueur est au rendez-vous avec elle et elle a l'amour du travail bien fait. Donc, elle aime quand le travail est bien fait. Quand je lui dis, Edith, mais tu peux atteindre la perfection, attends, mais voyons. Mais quand elle fait un travail, elle veut le refaire, elle sent qu'il y a toujours mieux, il y a toujours... Donc, elle veut atteindre la perfection. Pour moi, en fait, en réalité, pour moi, c'est un défaut. Moi, je dis souvent, il faut laisser. La perfection n'est pas sur cette terre, c'est au ciel. Mais c'est quand même... C'est quand même ce sens de rigueur, ce sens de perfection, cet amour pour la perfection. C'est une très grande chose. C'est un très grand atout. Et l'une des particularités d'Edith, c'est que elle sait voir le bien à chacun des personnes qui l'entourent. Et qui est vraiment très grand, ce qui fait en sorte que quand elle parle dans la famille, tout le monde tend l'oreille attentive et elle écoute et prend au sérieux ce qu'elle dit. Donc c'est une femme assez dynamique, influente, pas seulement dans la famille, mais aussi son admiration est autour d'elle, dans son plan professionnel. Elle est dynamique et l'une des admirations, c'est elle a vraiment le sens des rigueurs, que ce soit sur le plan professionnel, que sur le plan familial, que sur le plan sur tous les plans, elle a le sens des rigueurs. La rigueur est au rendez-vous avec elle et elle a l'amour du travail bien fait. Donc, elle aime quand le travail est bien fait. Quand je lui dis, Edith, mais tu peux atteindre la perfection, attends, mais voyons. Mais quand elle fait un travail, elle veut le refaire, elle sent qu'il y a toujours mieux, il y a toujours... Donc, elle veut atteindre la perfection. Pour moi, en fait, en réalité, pour moi, c'est un défaut. Moi, je dis souvent, il faut laisser. La perfection n'est pas sur cette terre, c'est au ciel. Mais c'est quand même... C'est quand même ce sens de rigueur, ce sens de perfection, cet amour pour la perfection. C'est une très grande chose. C'est un très grand atout. Et l'une des particularités d'Edith, c'est que elle sait voir le bien à chacun des personnes qui l'entourent, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan professionnel. Elle sait bien voir du bien à chacun. Elle sait retirer et utiliser le bien de chacun pour réaliser quelque chose. Donc, c'est une grande chose, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan entrepreneurial. Donc, et aussi, la famille, toute la famille a de l'admiration de ce qu'Edith fait. Aujourd'hui, elle est architecte et je suis sûr qu'elle a pu réaliser son rêve. Et déjà, aussi, elle a su combiner l'architecture occidentale à l'architecture culturelle. Donc la culture, elle a su associer la culture, elle a su associer la culture à l'architecture. Et chaque fois qu'elle fait des plans, des projets architecturaux, il y a toujours une grosse place à la culture. Et ça, tout le monde en admire. C'est vraiment un très gros talent. Donc je ne pourrais parler d'Edith en quelques minutes serait vraiment insuffisant parce que c'est une femme au grand cœur. Une femme a une personnalité forte. Et des femmes comme Edith, si on avait 2 millions de femmes comme elle au Cameroun, je suis sûr que le Cameroun ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Okay. Merci encore. Non, je n'aime pas ça. Bon, on va reprendre avec Edith. Excusez-moi, peut-être on est en train de discuter. Et là, on a votre frère qui parle de rigueur, qui parle justement de perfection. Il dit la perfection n'est pas de ce monde. Que pensez-vous de ça? C'est ça, Teka. C'est un petit frère que j'admire beaucoup. Et je comprends quand tu dis ça, mais toujours, c'est vrai que la perfection n'est pas de ce monde, mais c'est pas pour autant qu'on va pas essayer de faire ce qui est bien. Donc, il a parfaitement raison quand il dit j'aime toujours ce qui est bien fait, parce que parfois, mais avec lui, je suis pas très tolérante et parfois je gronde même avant de dire mais il est déjà un homme aujourd'hui. Mais au-delà de ça, on se comprend. Donc, c'est un petit frère que j'admire beaucoup et que j'encourage aussi beaucoup dans ce qu'il fait. D'accord. Nous allons donc prendre la dernière rubrique parce que le temps nous est imparti déjà. La dernière rubrique, c'est le quiz.
sommes de retour sur le quiz. Le quiz, justement, c'est cette rubrique où on vous pose des questions, peut-être hors contexte, qui ne concernent peut-être pas forcément l'architecture. Alors, on va commencer avec la première question. Que pensez-vous des tontines aujourd'hui? On voit beaucoup de femmes qui sont engagées dans les tontines. Elles préfèrent garder l'argent dans les tontines que d'aller dans les banques. Et puis, il y a récemment une note qui est sortie. On va pouvoir taxer, la fiscalité a pris ça en compte, les tontines dans les banques, les petites banques, entre autres. Les tontines, je pense que c'est un système économique qui existe en Afrique depuis des siècles. Et vous savez, quand on parle de tontines aujourd'hui, on voit beaucoup plus... c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les Camerounais font la tontine, mais particulièrement, on voit les Bamileke, entre guillemets. Je n'aime pas trop ce mot-là, ce mot Bamileke, mais on les voit comme ça. Je pense que c'est quelque chose qui permet à la femme, qui vient mettre en exergue l'autonomie de la femme. Parce que la tontine permet à la femme de pouvoir être indépendante sur un certain nombre de choses. Parce que... Mais pourquoi ils ne veulent pas aller dans les banques? Peut-être, par exemple, garder de l'argent. J'y arrive. Quand je fais la tontine, c'est-à-dire j'ai mon argent que j'ai gardé en banque, je dépose peut-être 100 000 francs comme épargne. En fin d'année, qu'est-ce que cet argent a produit? Ça ne produit pas grand-chose. Par contre, quand je mets dans une tontine, les gens achètent, il y a mouvement. Et puis, je peux gagner 10 fois plus que ce que j'aurais pu gagner si j'avais mis en banque. Et parfois, quand on mettait en banque, on coupe les frais de ci, frais de ça, et finalement, vous vous retrouvez, vous n'avez plus rien. Donc voilà ce qui pousse les femmes déjà, ce qui pousse les gens à aller à faire beaucoup plus confiance à la tontine. Et il faut dire qu'au niveau de la tontine, on n'a pas forcément besoin de textes écrits. Nos mamans au village n'ont pas des statuts comme ici, mais il y a aussi la le côté humain qui rassemble les femmes aussi. Justement, l'entraide, il y a l'esprit d'entraide, il y a cette confiance naturelle qu'on a, on tient à sa parole quand on a promis, je vais faire ci, je vais faire ça. Maintenant, au niveau de la banque, on dit qu'il faille payer un pourcentage. Bon, ceux qui l'ont instauré savent pourquoi ils l'ont instauré. Maintenant, il faudrait voir quels sont les mécanismes qu'on met sur, parce que je prends souvent plaisir à être quelque part et écouter les gens me dire, bon, dans notre tontine, voici ce qu'on a prévu, dans telle tontine, voilà ce qu'on a prévu. Maintenant, il faudrait qu'on puisse mettre sur pied des mécanismes pour pouvoir se rassurer qu'effectivement, cette loi est implémentée, parce que c'est une chose de voter une loi, mais c'est une autre chose de mettre sur pied des applications, des méthodes d'accompagnement pour l'application effective de la loi. Ah, on espère que ça pourra ravir notamment tous ces mécènes et tous ces porteurs de tontines. Alors aujourd'hui, on va parler toujours de mondialisation. Que pensez-vous du phénomène de mondialisation dans son ensemble? Je pense que la mondialisation telle qu'elle est perçue aujourd'hui, pour moi, c'est un phénomène... c'est un phénomène que je n'apprécie pas beaucoup parce que pour moi, c'est un peu comme si c'était de l'arnaque. Pourquoi de l'arnaque? Parce que face à la mondialisation, on veut imposer un certain nombre de choses à l'Afrique. On veut imposer un certain nombre de valeurs à l'Afrique. Mais face à cette mondialisation, il faut que l'Afrique se remette en question. Qu'est-ce que j'apporte sur la table de la mondialisation? Est-ce que la mondialisation voudrait qu'on prive une certaine catégorie d'un certain nombre de choses en leur imposant un certain nombre encore? C'est autant de questions que je me pose. Parce qu'on va me dire... tu dis à quelqu'un, je suis contre telle pratique, il te dit, mais c'est la mondialisation. Mais je demande, mais pourquoi? Je vais prendre un exemple très palpable que certaines personnes m'excusent pour... Quelqu'un me dit, je suis contre la polygamie. La polygamie, il faut le dire, a été instaurée par les femmes africaines. Aujourd'hui, on dit, on est contre la polygamie. En même temps, on nous demande de tolérer l'homosexualité. Je pense qu'il y a un problème. Si la mondialisation veut m'obliger à abandonner ce qui est pour moi une valeur traditionnelle ou alors une valeur culturelle pour épouser une autre chose qui, dans ma tradition, dans mes pratiques, est totalement condamnée, je trouve qu'il y a problème. Pour moi, j'aime bien cette expression, la culture, c'est aller à la rencontre de l'autre et non à l'encontre de l'autre. Ça veut dire, dans le champ culturel, il y a échange. J'apporte quelque chose, tu m'apportes quelque chose. Mais si, à partir du moment où tu veux m'imposer ce que tu m'apportes, en refusant ce que moi je t'apporte, je pense qu'il n'y a plus équilibre.
Et en ce moment, je comprends que quelqu'un se dise, je ne vois pas ce que ça va m'apporter. Mais si on prenait la mondialisation dans le sens justement de ce partage, d'échange, je pense que ce serait une bonne chose. Aujourd'hui, si on peut voir les Européens, les Américains porter nos chapeaux traditionnels, venir découvrir ce que nous avons de bien chez nous et qu'on est libre d'aller chez eux, voir ce qu'ils font et qu'on peut s'asseoir autour d'une table, échanger au sujet de nos différentes valeurs, apprendre, je pense que c'est une bonne chose. Mais si on est autour d'une table où les plus forts vont dominer sur les plus faibles, je pense qu'il y a quiproquo. D'accord. Donc vous n'êtes pas pour la mondialisation? Je suis pour la mondialisation si ça respecte mes valeurs. Et je suis contre la mondialisation si ça m'oblige à un certain nombre de choses au détriment de mes propres valeurs. D'accord. Alors nous allons rester toujours dans le même domaine culturel. Votre avis sur la préservation des acquis patrimoniaux du Cameroun? La préservation des acquis patrimoniaux du Cameroun. Je pense que c'est une très bonne chose et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'un des objectifs de notre association. Pour préserver un patrimoine, il faut déjà connaître que ce patrimoine existe. Donc, aujourd'hui, s'il faille mettre en exergue cet aspect cet élément de préservation, on va mettre en exergue la préservation du patrimoine camerounais, parce que quand on va dire patrimoine camerounais, ça va englober plusieurs domaines. Il y a le patrimoine architectural, il y a le patrimoine industriel, il y a le patrimoine artisanal, le patrimoine c'est sur plusieurs angles. Maintenant, il faudrait donc qu'on aille sur le terrain, qu'on puisse identifier ce patrimoine. Je vais prendre un exemple qui m'a beaucoup marqué ces jours-ci dans mes recherches. On a pendant longtemps parlé de l'écriture de Shumum qui a été inventée par le roi Njoya. Mais jamais on nous a parlé de l'écriture du CBD. Le CBD qui pour moi aujourd'hui devrait être classé patrimoine. Le CBD c'est une écriture qui a été inventée par le peuple Zedjagam et les Zedjagam on les retrouve au Cameroun et au Nigeria, les Efik au Nigeria, Ibo et tout ça jusqu'à Calabar qui utilisent cette écriture. Mais on vous dit c'est une écriture qui est très proche des idéogrammes ou des hiéroglyphes égyptiens. Mais est-ce qu'au Cameroun, est-ce qu'au niveau du ministère des Arts et de la Culture, on connaît que cette écriture existait? Par contre, ailleurs, au Nigeria, ils ont suffisamment écrit, ils ont suffisamment documenté cette écriture. Mais au niveau du Cameroun, où on trouve encore beaucoup plus de villages Edjagam, on ne connaît pas. Donc, je pense qu'il faut d'abord identifier tout ce qu'on a comme patrimoine et puis maintenant mettre sur pied des stratégies allant dans le sens de la valorisation et surtout de la sauvegarde. D'accord. Avant de partir, on va prendre une dernière question. Ça concerne la CAN Total Énergie. On sait que la CAN Total Énergie se déroule au Cameroun du 9 janvier au 6 février. Que pensez-vous justement de cette assertion quelque part un peu touristique qui a été mise en exergue, notamment avec les influenceurs, les blogueurs, entre autres, les personnalités, et même les journalistes, le côté culturel camerounais. Pensez-vous que ça a été réellement mis en exergue durant cette CAN Total Énergie? Bon, on a essayé de mettre en exergue le côté culturel, mais à mon avis, on n'a pas fait ce qu'on aurait pu faire mieux que ça. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. On a quand même vu le Steve Fa, l'influenceur, qui déjà va dans chaque ville où se déroule justement la CAN pour essayer d'apporter une belle image du Cameroun. Il est allé déjà à l'ouest, il est allé à Limbe, à Bafoussam, Douala, Kribi. Il continue de sillonner les villes Garoua, entre autres. C'est vrai que c'est un travail quelque part un peu solitaire, mais peut-être on va vous laisser continuer peut-être la réponse. Mais néanmoins, il y en a quelques-uns qui se sont démarqués, mais on ne voit pas beaucoup, comment je peux dire, de professionnels du domaine, peut-être comme vous, s'impliquer réellement. Je pense qu'il y a des personnes qui s'y impliquent, peut-être que ces personnes ne sont pas connues. J'ai vu par exemple l'association, je crois que c'est Mercatou, j'ai vu sur Facebook
il y a des groupes Facebook ou alors des pages qui font des publications sur tout ce qu'on a comme patrimoine touristique au Cameroun, qui publient de très belles images du Cameroun. J'ai vu par exemple l'illustrateur Akira Junior qui a fait de très belles images des équipes des différents pays, des 24 pays. Les 24 pays, voilà, qui a illustré et qui de temps en temps fait des illustrations avec du Ndop, avec du Togo et qui met vraiment en valeur, mais maintenant au niveau administratif, je pense qu'on n'a pas fait ce qu'on aurait pu faire. Moi, je m'attendais, je pense que quelque temps avant justement la CAN, je suis allée au ministère des Arts et de la Culture pour leur demander qu'est-ce qui a été fait. Et moi, particulièrement, vous avez dit qu'on n'a pas vu des professionnels s'y impliquer. J'ai demandé, moi, je suis promotrice culturelle, je voudrais pouvoir avoir l'autorisation d'aller sur les sites où les joueurs sont logés, prendre des images et voir comment est-ce que les populations locales mettent en exergue, mettent sur vitrine le patrimoine. Et puis on m'a dit, à ce niveau, c'est pas le ministère des Arts et de la Culture qui gère. Il faut se rapprocher du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et après, il faut faire ci, il faut faire ça. À un moment, ça devient compliqué. Et moi, particulièrement, ça m'a éclairé de savoir que le ministère des Arts et de la Culture, d'après ce qu'on m'a dit, n'était impliqué qu'au niveau de la cérémonie d'ouverture. J'ai dit, mais il y a un problème. C'est quand même le ministère des Arts et de la Culture. On aurait pu voir beaucoup d'activités où le ministère invite justement des professionnels pour pouvoir présenter, promouvoir. J'aime pas l'expression vendre le Cameroun. Parce que si on vend le Cameroun, on n'aura plus rien. On promeut le Cameroun. Donc on aurait pu en profiter pour suffisamment sur le plan professionnel et beaucoup plus crédible promouvoir le Cameroun et tous ses atouts. Voilà, nous arrivons déjà au terme de cette édition, mais j'espère que le ministère des Arts et de la Culture est en train de vous suivre, et puis il n'est pas trop tard aussi. Même personnellement, je crois que tous les Camerounais peuvent s'engager à vendre, à promouvoir l'image Cameroun, faire valoir le Made in Cameroun. Alors avant de partir, vous allez nous laisser un message face à la caméra. Quel est le conseil que vous donneriez peut-être pour la préservation justement du patrimoine camerounais, la préservation des acquis camerounais, justement, on est une émission Talent de femmes, on parle de femmes aujourd'hui. Quel est le conseil que vous donneriez aux femmes pour devenir des femmes leaders, entrepreneurs, qui deviennent des exemples au Cameroun? Parlant de la préservation du patrimoine au Cameroun, je commencerai par dire que toutes les cultures se valent, mais il revient à chaque peuple de valoriser sa culture. Ça me fait mal parfois, je vois des gens dire, vous dérangez déjà trop avec votre histoire là, vous faites déjà trop ceci. Chaque peuple au Cameroun a une culture extraordinaire et il revient donc à ces personnes-là, ils reviennent aux professionnels, parce que moi, quand je travaille sur la culture, je diversifie mon champ d'action. Il nous revient donc de présenter ce que le Cameroun a de plus beau sur le plan culturel, sur le plan patrimonial. S'agissant des femmes, j'ai l'habitude de dire, la famille en Afrique est matriarcale et la femme est le fondement de la société. Je dis, le jour où la femme prendra conscience de son rôle social et reviendra jouer ce rôle, la société se portera mieux. Donc, je pense que sur le plan éducationnel, sur le plan culturel, la femme est celle-là qui est la plus outillée pour pouvoir éduquer la société. Donc, j'invite donc toutes mes sœurs, toutes mes mères à revenir à la base, se réapproprier leurs valeurs, prendre leur place d'éducatrice, prendre leur place de fondement de la société. J'aime bien le dire, en Afrique, la femme pense et l'homme rend public. D'où l'expression la nuit porte conseil, parce que il est scientifiquement prouvé qu'à âge égal, la femme a 5 années de réflexion sur l'homme. Les psychologues ne me prouveront pas le contraire. Donc, pour dire que la femme a cette valeur-là, elle est capable donc d'éduquer et de ramener la société au bon sens. Cessez d'aller juste vous asseoir au bar pour boire. Il y a beaucoup de travail à faire. Ah ben merci, c'est la dernière phrase de Flore Benichinku qui est passée chez nous. Merci d'être passée chez nous aussi à Info Télévision. C'est moi qui vous remercie. Ça a été quand même un échange assez enrichissant, notamment concernant l'architecture, le patrimoine. Merci de nous avoir éclairé autant. Passez un bon week-end. Merci, je vous souhaite excellent week-end à tous nos téléspectateurs. Merci Info TV. Voilà. Nous arrivons au terme de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On dit merci à l'équipe technique. On dit merci à la supervision générale de Genève. On espère que vous passez un bon week-end. On se reverra certainement samedi prochain avec une nouvelle invitée. Surtout, soyez sages. Et à samedi prochain.
Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24.